C'est gentil. Donc, tous les deux, vous êtes représentants de l'association Tawalid. Alors, il faut préciser, il y a tout un staff. Hein. Il y a tout un staff. Partie de, voilà. Voilà, tout un staff. C'est ça que j'ai dit, vous êtes les représentants. On sait qu'il y a toute une équipe qui fait un travail colossal. Alors, probablement, on va commencer par l'association, une petite présentation. Donc, alors, il faut peut-être déjà préciser qu'effectivement, on est d'abord association. Donc, en fait, nos activités s'articulent sur 4 axes. D'abord, on a commencé par l'aspect culturel, puisqu'on a donc créé une bibliothèque. C'est la plus grande de la région, quasiment, qui a plus de 60 000 titres. Nous avons plus de 1000 adhérents. Donc, au niveau culturel, nous sommes très présents. Le deuxième axe, c'est l'aspect, disons, caritatif. Nous prenons en charge des malades démunis, ainsi qu'on s'occupe de parrainage d'orphelins. Le troisième axe, c'est l'écoparc. Nous avons un parc de 12 hectares à peu près. C'est le principal lieu de villégiature pour toute la population d'El Goléa. On pourra ensuite parler des différentes activités qui y sont donc faites. Ah, nous sommes en train de le découvrir d'ailleurs. Ah, très bien, d'accord. Voilà, c'est notre écoparc, absolument. C'est bien ça, dans lequel il y a un lac avec donc des pédalos. Nous avons aussi des chevaux, des dromadaires, etc. Il y a un petit parc animalier. Et enfin, nous avons créé des maisons d'hôtes pour développer un tourisme solidaire. Nous insistons sur ce volet absolument, puisqu'en fait, la totalité des bénéfices issus de la découverte de la région et des séjours sont utilisés pour notre association. Ça, c'est le lac, c'est ça? C'est notre lac. On n'aurait pas dit que nous sommes du côté de Mnia. Hein. C'est juste, on aurait dit c'est une carte postale intelligence artificielle, tellement que c'est magnifique. Alors, pour la petite anecdote, quand on a ramené le pédalo, on l'a ramené donc sur le toit d'un Hilux, à chaque barrage, donc de gendarmerie notamment. Je vous vois venir. Oui, le nord c'est de l'autre côté. Le c'est une appareil. Ils ont eu au moins l'opportunité de visiter. Ah ben j'espère bien. Inch'Allah. C'est fait pour, vous me direz. C'est fait pour. Voilà, donc finalement, c'est une association qui travaille sur 360 degrés. Hein, donc pratiquement tous les volets sont pris en charge à travers l'association. Effectivement. Alors parlez-nous un petit peu des grands événements que vous organisez dans l'association. Alors, l'association, elle a particulièrement 2 volets. Il y a le volet principal de l'association qui est le parrainage d'orphelins. On parraine actuellement un peu plus de 300 orphelins. Alors, c'est un système de parrainage où des parrains et des marraines s'engagent à payer, on va dire, une somme pour une famille où il y a un orphelin ou 2 orphelins. Alors, en général, c'est des familles orphelins de père. Il y en a qui sont orphelins des 2 parents. Alors ça, c'est le volet principal de l'association. On a un volet qui est, on va dire, plus ponctuel. On organise, par exemple, pendant la... Juste pour revenir, s'il vous plaît, au parrainage. Donc, ces personnes, qui s'engagent donc à prendre en charge, ils se connaissent ou on reste quand même dans l'anonymat, les gens préfèrent rester dans l'anonymat? Il faut préciser aussi, parce que beaucoup de personnes qui nous contactent, quand ils utilisent le mot donc orphelin, ils pensent à orphelinat. Oh, les orphelinats sont du domaine de l'État. Nous, en fait, on cherche des parrains. C'est des parrains, c'est des gens qui s'engagent à donner un pécule. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de différentes parties, et même qui sont à l'étranger. C'est vrai qu'il y a l'association qui a des contacts, ou sinon c'est eux via, par exemple cette émission, via des communications qu'on fait, contactent eux-mêmes l'association et ils s'engagent alors d'une façon anonyme pour certains ou d'une façon déclarée pour d'autres. Cela dépend de la volonté. Voilà, exactement, dépend de la volonté de tout un chacun. Ensuite, ils s'engagent, alors c'est un système totalement transparent, parce que le parrain ou la marraine s'engage à payer ce montant pour la famille. Directement à un des responsables dans la famille. On va le mettre en contact avec un membre de la famille. Alors en général, c'est soit l'oncle, chez lequel sont hébergés les orphelins. C'est des orphelins qui restent dans leur cocon familial. Ils ne sont pas, comme a dit M. Chakil, c'est pas un orphelinat. C'est des orphelins, après avoir perdu malheureusement le père ou les 2 parents. Ils sont placés forcément chez la maison de la tante, de l'oncle ou du grand-père. Et nous, on s'engage à organiser justement un contact. On est en général intermédiaire entre le parrain ou la marraine et ce membre de la famille. Et c'est ensuite le contact se fait, l'aide se fait. Donc vous êtes médiateur finalement entre les deux parties pour assurer surtout une transparence par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bien s'engager, mais pour des raisons de crédibilité, il y a parfois ces réticences, effectivement. Nous tenons qu'à ce que ça se fasse dans la plus totale. Le parent
Donc le parrain est en relation constante avec l'enfant. Voilà, et là nous sommes en train de découvrir de très très belles images. J'imagine que c'est un événement que vous organisez en faveur de ces personnes, Tout à fait. de ces enfants. Parlez-nous un peu de ces sorties, de ces moments que vous passez ensemble. Alors justement, pour parler justement de l'association et des activités, alors hormis le parrainage, on organise beaucoup d'actions qui sont ponctuelles dans l'année, par exemple la rentrée scolaire. Cette année, on a fait plus de 200 cartables, alhamdoulilah, pour le coup, pour des familles qui sont nécessiteuses, orphelines ou pas. Donc on organise des dons de cartables. Alors on a beaucoup d'associations, beaucoup de particuliers, beaucoup de sociétés qui nous aident. Et donc justement... C'est ce que nous sommes en train de voir, non? Ça, exactement. Au niveau ça de la maison. Par exemple, ça c'est des cartables, exactement. Voilà, c'est ça. On fait des dons c'est les gens qui font don à l'association et nous on se charge de le distribuer. Par exemple, pendant le ramadan, on fait le coufin du ramadan. Actuellement, on est sur cette activité. On fait aussi des dons de couches, on fait beaucoup de campagnes où les gens nous envoient. Alors beaucoup de sociétés, maintenant grâce justement à la maison d'hôtes, beaucoup de gens viennent dans un premier temps pour le tourisme et ils voient le travail de l'association, ils peuvent s'engager soit dans le parrainage qui est une activité régulière ou sinon dans les dons, ces dons particuliers, comme ils ont le contact de l'association, ils peuvent aider dans chaque action de l'association. Après, alhamdoulilah, la générosité des Algériens est Elle nous dépasse. Pour ça vraiment, il suffit juste de lancer la pierre. En fait, notre slogan, c'est « Faites-vous plaisir, vous ferez plaisir ». Quand vous venez dans une maison d'hôtes, ça vous permet de faire un séjour très agréable et en même temps, vous participez à une action caritative. Et puis vous avez même la visite de certaines célébrités. Alors, nous avons la chance d'avoir Ahlam Nasrani qui parraine depuis de très longues années énormément d'orphelins. Il y a tous ceux qui parrainent. Mais sinon, un autre volet aussi important, c'est le tourisme. Donc c'est un travail que vous faites, d'autant plus que c'est une région qui est connue par ses potentialités touristiques. Les potentialités touristiques d'El Goléa sont dues à son climat, notamment. C'est qu'en 1930, il a été organisé El Goléa, un congrès mondial de la rose et de l'oranger. Des scientifiques du monde entier sont venus. Ils voulaient comprendre pourquoi les roses étaient de cette qualité. Et c'est dû tout simplement à l'eau d'El Goléa. Toute l'eau d'El Goléa est une eau minérale. Les gens qui viennent chez nous, nous avons une piscine, donc se baignent dans une eau minérale, notamment. Oui, alors nous avons aussi un grand Loxal qui a plus de 10 siècles, c'est bien ça? Oui, exactement. Vas-y. En fait, il y a des monuments culturels. Et El Goléa, c'est le début de l'ère occidentale, donc il y a de très belles dunes et vous avez passé de très belles photos. Ah oui, c'est vrai, c'est important de le préciser, parce que quand on pense dunes, on pense Timimoun, Tariq. Le grand terme occidental commence à El Goléa. Nous avons des dunes exceptionnelles. On peut constater sur n'importe quel cas, c'est l'ère occidentale. Et donc ça, c'est pour le côté, on va dire, paysage. On a, par exemple, c'est l'exception touristique à El Goléa. On a des lacs au milieu des dunes. Alors on fait des sorties, parmi les sorties qu'on organise, on peut organiser jusqu'à un séjour de 8 jours. Alors il y en a qui viennent pour une journée. 8 jours, c'est un dépaysement total. Alors si on revient un jour, on ne connaîtra plus personne, certainement. En fait, c'est la période la plus longue qu'on peut organiser. On peut organiser beaucoup plus que ça, mais on va dire il y a des activités à faire pendant chaque matinée, chaque après-midi. On fait des bivouacs, on fait des sorties. Et là, les images ensorcelantes. Alors là, c'est le grand lac de El Goléa qui a une zone de passage. Donc c'est une zone humide, c'est une zone de passage pour les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs. Notamment les flamands. Les flamands roses, ils passent par le lac d'El Goléa. C'est classé, zone Ramsar? Oui, zone humide. Zone humide, qui est protégée. Qui est protégée, donc classée, effectivement. Alors ça, c'est pour le côté des paysages. Et on a aussi l'église Saint-Joseph. C'est une église construite par les premières missions des Pères Blancs en 1928. Bientôt, elle fera le centenaire, à côté de laquelle il y a la tombe du père Charles de Foucault, qui a été canonisé il y a 3 ans. On a aussi le Qsar de l'Mnia, un Qsar qui s'appelle Théorir, d'ailleurs, c'est rapport au premier nom de la ville et c'est rapport aussi à notre association. On a donné la dénomination de votre association. L'enracinement dans l'histoire de la ville. Et c'est un Qsar qui date de 10 siècles, construit par une tribu Zénep avant l'arrivée de la tribu Shamba actuellement. On est des Shamba actuellement à El Goléa. Mais l'arrivée de la tribu Zénep, c'est à partir du Xe siècle. Ils ont construit un Qsar formidable qu'on visite aussi parmi les visites qu'on organise dans la maison. Qui est quand même bien sauvegardé. Il y a beaucoup de sols dans le sud qui sont en ruine. Celui d'El Goléa est quand même préservé. Et dites-moi, le musée de paléontologie, il existe toujours? Il existe toujours. Non seulement il existe, mais il a été restauré, il a été développé, qui est plus important. Alors, il est créé par un père blanc qui s'appelle René Leclerc.
Et il a été officialisé ensuite comme un musée régional actuellement. Oui. C'est un des 2 seuls musées avec des restes de dinosaures. Il y a Ain Oui. Safara. Ain Safara, effectivement. Et il y a Oui. c'est un musée avec. Celui de Golia est plus ancien que celui de Ain Safara. Il est plus ancien. il est plus ancien. Il y a la paléontologie, mais il y a 4 compartiments. Il y a la paléontologie, homme préhistorique, géologie et ethnographie. Donc Oui. on peut y découvrir les traditions, les coutumes des gens de la région. C'est un musée extraordinaire. Voilà, qui raconte effectivement toute l'histoire de la région. Donc Abbas, que tout le monde connaît sous le nom de Hamidou. Hamidou, d'accord, ok. Il faut savoir que c'est notre star, hein. Tout le monde, parce qu'en fait, le gros avantage de Hamidou, c'est qu'il maîtrise les 3 langues, arabe, français, anglais. Ah. Nous avons beaucoup de touristes anglophones, donc c'est quand même plus facile de pouvoir les accueillir et pouvoir les orienter. Donc Hamidou a fait aussi géologie, donc il a vraiment une connaissance aussi. Babzoua. Babzoua. Promotion 2012, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est pour ça que le musée, vous connaissez très bien. Oui, je suis un des seuls guides qui fait les visites sans guide du musée. C'est pratique. Franchement, ça va de soi. Hein. Ouais, comme on dit en arabe, l'étudiant en géologie qui a besoin de guide, c'est pas très catholique, comme on dit. Hein, donc, dans notre programme, il est incontournable. Oui. Dans tous les programmes, il est prévu de faire le visite de ce musée. Ah, ce musée, effectivement. Il y a aussi beaucoup de dames on doit leur rendre hommage. En fait, le Mnia, il est connu pour ça, pour ça, et pour l'église et pour les dunes. Il y a aussi un travail d'artisanat. L'artisanat, c'est plus la ville de Gardaya qui est connue pour l'artisanat, mais à Golia, il y a une activité immense, sauf qu'elle est cachée. Il n'y a pas un marché d'artisanat, mais il y a beaucoup d'artisanes qui font chez elles. Oui. Et donc, avec les touristes, on l'a fait récemment avec l'ambassadrice norvégienne et danoise qui nous ont visité en décembre. Donc, on visite les artisanes chez elles. Et ça les encourage à faire, ça leur offre un marché, parce que les touristes en général achètent des tapis. Oui. Et donc ça les encourage à l'avenir peut-être d'ouvrir un magasin. Donc, et après, ça a aussi ses avantages, hein, donc, parce que ça permet quand même aux touristes, ceux qui ne connaissent pas la région, qui viennent pour la première fois, de côtoyer directement les habitants de la région, exactement. De voir un petit peu le mode de vie. C'est très intéressant parce qu'un magasin reste quand même toujours commercial. Mais quand on va chez la personne, il y a cette convivialité. En général, il y a un repas avec, il y a une convivialité, exactement. Après, on connaît les gens du Sud avec toute leur hospitalité. C'est vrai que c'est un volet très important dans lequel on essaye d'œuvrer pour redynamiser donc toutes les traditions, tout l'artisanat traditionnel. On essaye de participer, mettre en exergue tout le travail qui est fait, effectivement. D'ailleurs, on communique sur le monde du tourisme solidaire. Oui. Et donc, on est ici sur cette dimension parce que beaucoup de gens alors, viennent pour le tourisme. Dans les communications ou dans les recommandations, beaucoup de gens, quand ils nous visitent, ils vont nous recommander d'autres personnes. Mais en général, alors, ils savent que c'est une maison d'hôtes, mais pour l'association, ça n'arrive pas tout de suite. Oui. Et donc, une fois sur place, parmi les visites, déjà on fait visiter l'association, on fait visiter la bibliothèque, on explique toute l'historique derrière, que nous on est une maison d'hôtes, mais on a fait la maison beaucoup après avoir fait l'association pour justement trouver une finance et devenir un maximum indépendant. Voilà. Alors, oui, pardon, il faut peut-être préciser aussi qu'au niveau donc, de notre parc, notamment, nous faisons travailler des handicapés, nous sommes vraiment dans l'inclusion et notre but, on s'inscrit totalement dans l'économie durable et solidaire. Et justement, revenons un petit peu à la maison d'hôtes, parce qu'il y a des images qui reviennent. Un véritable havre de paix, hein, n'est-ce pas? Donc, même au niveau d'architecture, donc il y a beaucoup de respect des tonalités de la région, n'est-ce pas? Le but, c'était de respecter effectivement une architecture locale traditionnelle qui est propice au dépaysement le plus total. Donc, c'est vrai que c'est un volet important. Il faut préciser aussi que nous avons organisé des résidences d'écriture aussi, qui jumellent la bibliothèque, des écrivains qui sont venus pour un séjour bloqué d'une semaine sur une thématique particulière. Le gros avantage, ils ont la bibliothèque et ils ont l'hébergement à côté. Voilà. Hadja Farja, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment dans Hadja Farja. Et sinon, des projets à venir? Alors, vous dites la meilleure période, c'est entre octobre et avril. Donc, on a encore 2 mois pour venir visiter la région. On vous attend d'ailleurs. Ah bon, avec plaisir. Avec très très grand plaisir, d'autant plus que visiter le musée de paléontologie est un projet qui date depuis 2004. Voilà, ça fait 20 ans que je n'ai pas réalisé un rêve, c'est pas normal ça. Il est temps de concrétiser votre rêve. Inch'Allah, D'autant plus que vous avez un temps d'hébergement propice. Quelle chance. Voilà. Quelle chance. Pour les projets à venir, Inch'Allah,
On a le projet de l'indépendance, on va dire, de la maison d'hôte en termes de nourriture. On tient à rendre le parc, alors une partie du parc, comme c'est un parc qui fait 12 hectares, beaucoup de parties qui sont aménagées pour les gens, pour recevoir les familles, notamment d'Elgolia, avec leurs enfants. Mais il y a une partie qu'on veut dédier aux plantations des arbres fruitiers, un potager aussi, et un poulailler pour ne servir dans la maison d'hôte que des produits qu'on fabrique, qu'on produit nous-mêmes dans notre parc. Donc permettre aux gens de voir eux-mêmes l'agriculture et de participer éventuellement. Alors, le but, on termine sur ça. Oui, en fait, notre but, c'est réellement que tous les gens qui viennent nous voir, les visiteurs, les touristes, ainsi que le staff, puissent s'alimenter de notre parc en totalité en bio. Que demande le peuple? C'est magnifique. Et pour rendre hommage aussi au père spirituel de l'association, qui est le Hajj Mohamed qui est grâce à lui, grâce à lui, tout ça n'aurait pas été. Voilà. Et vous faites un très beau travail, on lui rend hommage tout en continuant justement sa mission. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet pour l'émission. Et très très belle continuité pour ce que vous allez entreprendre. Merci à vous encore une fois d'être parmi nous. Et on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Samira Hadj Amar, avec qui on va